Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre formation vidéo Pour que vivre soit gay. Le programme Pour que vivre soit gay, c'est un programme qui a été constitué pour sensibiliser les milieux aînés à la diversité sexuelle et de genre. Donc il s'adresse aussi bien aux intervenants de ces milieux-là qu'à toutes les personnes qui interagissent avec les aînés et aussi les personnes aînées elles-mêmes. Je vous propose de commencer la présentation. Avant de commencer, peut-être deux mots sur la Fondation Émergence. La Fondation Émergence, on a un organisme de défense des droits des personnes LGBT et on est principalement connu pour le 17 mai, à savoir la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est une initiative de la Fondation Émergence qui a été créée en 2003. À propos, le 17 mai, ce n'est pas une date qui est complètement au hasard, c'est parce que c'est le 17 mai 1990 que l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc pour l'OMS, jusqu'en 1990, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. On va s'intéresser aux aînés et puis on va voir que finalement, toutes les évolutions par rapport aux droits des personnes LGBT sont des évolutions qui sont très récentes. Il y a deux objectifs à cette formation. Le premier, c'est de connaître et comprendre les réalités et les enjeux des personnes qui sont aînées et LGBT. Et l'autre objectif, ça va être de voir comment on peut adopter les pratiques au quotidien pour créer des milieux qui soient plus accueillants donc vis-à-vis des personnes qui sont âgées et LGBT. On rentre maintenant dans le vif du sujet, à savoir les réalités donc des personnes qui sont aînées et lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans. Donc on pourrait commencer avec une estimation. Le pourcentage de la population dans le monde qui est LGBT, il est estimé à 10%. Donc c'est une personne sur 10. La première fois qu'on a estimé ce chiffre-là, c'était dès 1948. Puis aujourd'hui, on tourne toujours autour du 10%. Ça peut être un petit peu plus dans certaines études. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a probablement toujours eu 10% de la population qui est LGBT, et ce, dans tous les pays du monde, que ce soit à Montréal, dans le reste du Québec, au Canada, en Russie, en Arabie Saoudite, il y a probablement 10% de la population qui est LGBT, et ça depuis la nuit des temps. Donc une personne sur 10 qui est LGBT, et puis quand on se rend dans les milieux aînés, on aime bien poser la question, alors chez les aînés, est-ce que ça serait 10% également de la population qui est LGBT? Spontanément, les gens me disent « Ah ben non, chez les aînés, ça c'est moins », parce que nous, on n'en côtoie jamais de personnes aînées LGBT. Alors je comprends tout à fait leur réaction, mais les aînés, ils ne viennent pas de Mars, ils ne viennent pas d'une autre planète, donc ils sont complètement représentatifs de la population mondiale. Donc il y a évidemment 10% des personnes aînées qui sont LGBT. Par contre, les personnes qui pensent que c'est moins, c'est tout à fait normal parce que ce 10%-là est complètement invisible. Quand on va dans les résidences pour aînés, les CHSLD, même les associations pour aînés, le 10% de LGBT est parfaitement invisible. Donc on pourrait croire qu'il n'existe pas, alors qu'il est évidemment pourtant bien là. Pourquoi ce 10% est invisible à ce point-là ? Pour comprendre pourquoi ils le cachent à ce point-là, il faut un petit peu s'intéresser au parcours de vie des personnes. C'est des personnes qui ont subi 4 types principaux de stigmatisation ou de discrimination. Le premier, c'est sur le plan juridique. Il y a encore 50 ans, au Canada, jusqu'en 1969, tout acte sexuel commis entre personnes consentantes et en privé, si c'était un acte entre deux personnes du même sexe, ça constituait un crime passible d'emprisonnement.
Donc il y a encore 50 ans, l'homosexualité était criminalisée. Donc c'est compréhensible que les personnes qui étaient gays, lesbiennes ou bi n'allaient surtout pas le dire ou allaient faire attention de ne pas que ça se sache, parce que ça pouvait être retenu contre elles et elles pouvaient terminer en prison. Donc ça, c'était un exemple de stigmatisation sur le plan juridique. Sur le plan médical, on disait en introduction que le 17 mai 1990, c'était la date anniversaire du retrait de l'homosexualité en tant que maladie mentale par l'OMS. Donc c'était considéré comme une maladie mentale par l'OMS jusqu'en 1990. En Amérique du Nord, c'est plutôt la liste du DSM qui fait office. Donc la liste des maladies mentales qui est publiée par l'Association américaine des psychiatres. Eux, c'est en 1973 qu'ils ont retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc c'est relativement récent qu'on ne considère plus l'homosexualité comme maladie mentale. Pour ce qui est de la transidentité, c'est en 2018 que l'OMS a retiré la transidentité de la liste des maladies mentales. Donc la transidentité était considérée comme une maladie qu'il fallait guérir jusqu'à très récemment. Donc ça explique un peu la stigmatisation qu'il y a pu avoir dans le milieu médical et aussi dans la société en général, où les gens pensaient que c'était une maladie mentale qu'il fallait traiter. Les personnes LGBT elles-mêmes pouvaient penser cela. Un autre niveau de stigmatisation qui a été très important à l'époque de nos aînés, c'est celle sur le plan religieux. À l'époque, la société était beaucoup plus religieuse que maintenant et l'Église, par exemple, allait régir vraiment un petit peu tout dans la vie des gens. Il y avait un rôle omniprésent de l'Église dans l'administration de la vie des gens. Or, pour l'Église catholique, par exemple, c'est toujours un péché mortel, l'homosexualité. Donc, il y a une énorme stigmatisation de cette diversité-là. Et les gens qui étaient LGBT, si ça venait à être su, elles pouvaient être excommuniées. Être excommunié, ça serait un petit peu comme si on vous déclarait mort civilement. C'est-à-dire que vous n'existez plus administrativement dans votre communauté d'origine. Donc plus de travail, plus de logement, pas question de vous marier, par exemple. Pas question de vous enterrer au sein de votre communauté. Donc les gens qui étaient excommuniés étaient vraiment voués à l'exil. Ils devaient souvent aller le plus loin possible de leur communauté, souvent vers des grands centres urbains où, sous couvert d'anonymat, ils pourraient se refaire une vie. Donc le poids de la stigmatisation religieuse a vraiment été très important, notamment auprès des personnes LGBT elles-mêmes, qui étaient probablement très croyantes elles-mêmes. Dans une société très religieuse, les gens sont plus croyants. Donc eux-mêmes avaient intériorisé le fait que qu'ils étaient le fruit d'une abomination et que c'était les flammes de l'enfer qui allaient les attendre. Donc ça a forcément aussi provoqué un rejet pour elles-mêmes. Le quatrième type de stigmatisation, c'est les stigmatisations sur le plan social. Les stigmatisations sur le plan social, c'est très large, forcément. Ça inclut les phénomènes les plus violents, les agressions par exemple verbales, physiques ou sexuelles. C'est quelque chose qui est toujours une réalité pour les personnes LGBT. Quand on est LGBT aujourd'hui, on a plus de chances de subir une agression verbale, physique ou sexuelle. À l'époque, c'était encore plus virulent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rejet global de l'homosexualité ou de la transidentité dans la société. Donc ça encourageait les violences vers ces personnes-là, ou ça légitimait les violences vers ces personnes-là. Aujourd'hui, les violences existent toujours, elles sont probablement moindres, et en tout cas sont forcées d'être beaucoup plus discrètes. Pourquoi? Parce que la société, maintenant, accueille davantage les personnes LGBT. Donc il y a un phénomène d'encouragement qui est largement moindre. Puis quand on parle de stigmatisation sociale, là je viens de parler de la version la plus extrême avec les violences, mais ça peut inclure aussi tout ce qui est les préjugés, les caricatures, les insultes. On a tous entendu les termes butch, fif, tapette par exemple. Tout ça, ça participe à créer un climat social qui stigmatise l'homosexualité et qui fait que les personnes qui sont concernés n'osent pas s'identifier à ces termes-là parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à une image négative. Et ça les encourage au déni d'eux-mêmes. Donc, sur ces 4 niveaux de stigmatisation, on voit un petit peu pourquoi les aînés LGBT sont invisibles à ce point-là. En gros, ils ont dû se cacher pour
survivre. Hein. Leur survie, leur bien-être du moins, dépendait de leur capacité à dissimuler qui ils sont vraiment. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on est une société qui est beaucoup plus accueillante, mais en général on vieillit comme on a vécu. Donc si votre mécanisme de défense, vous l'avez construit autour de dissimuler qui vous êtes, c'est pas parce qu'aujourd'hui la société est beaucoup plus ouverte que vous allez subitement sortir du placard et puis vivre votre orientation sexuelle ou votre identité de genre sans aucune difficulté. Plus on sort du placard tard, plus il est difficile d'en sortir. Maintenant, on vient de voir c'était quoi les stigmatisations qui pesaient sur les personnes LGBT à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Or, les personnes aînées LGBT, elles subissent plusieurs niveaux de stigmatisation. Le premier niveau, on l'a vu, donc basé sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Puis ces personnes-là vieillissent, hein, comme toutes les autres, et elles vont subir de l'agisme. L'agisme, c'est quelque chose qui est très virulent dans notre société. On n'hésite pas à caricaturer les personnes aînées, leur attribuer des rôles sociaux spécifiques, le grand-mère, la grand-mère, le grand-père, etc. Donc tout ça, ça laisse très très peu de place à la diversité. On les voit avant tout comme des personnes âgées avant de les voir comme des êtres humains. Puis ça rend difficile pour ces personnes-là de s'exprimer en tant qu'individus et avec toute leur singularité. Donc, elles ont un niveau de discrimination sur la base de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Et en plus de ça, c'est des personnes qui subissent de l'agisme. Donc, on rajoute un autre niveau de discrimination et de stigmatisation sur ces personnes-là. C'est ce qui explique qu'elles sont invisibles, parce que plus on cumule les niveaux de stigmatisation, plus les personnes sont invisibles et potentiellement marginalisées et donc probablement vulnérables. Et puis les personnes qui sont aînées et LGBT, elles ne sont pas juste aînées et LGBT, c'est des personnes complètes. Donc il y a d'autres niveaux de leur identité qui peut leur faire subir des formes de la discrimination. C'est des personnes qui peuvent subir du racisme, du sexisme, le fait d'être autochtone, le fait d'avoir une origine ou une religion ou même une langue qui est différente de celle de la majorité de la société autour de soi. Tout ça, c'est des facteurs qui vont cumuler les stigmatisations et les discriminations sur les personnes. Et donc, plus il y en a, plus les personnes sont invisibles et marginalisées. Donc, dans le cadre de notre programme Pour que vieillir soit gay, on recense les études sur les personnes aînées LGBT et puis on voit qu'est-ce qui ressort souvent afin de les généraliser puis de les partager avec les milieux aînés, notamment les intervenants et les intervenantes du milieu. Donc, qu'est-ce qui ressort principalement des études sur le sujet ? La première, en fait, c'est le fait que c'est des personnes qui ont un réseau familial amoindri. Ça, c'est un problème pour faire face au défi du vieillissement parce que souvent, le premier pilier de soutien pour les personnes vieillissantes, c'est la famille. Or, les personnes aînées LGBT sont souvent en rupture avec leur famille, soit parce qu'elles ont vécu un rejet pur et simple de la part de leur famille, soit les familles ne les ont pas nécessairement rejetées, mais il y a un tel malaise, un tel mutisme autour de leur identité qu'elles-mêmes ont dû s'en éloigner pour pouvoir s'accepter elles-mêmes, premièrement, et puis vivre leur vie en tant que personne LGBT. Puis les années passent, les décennies passent, et puis les liens finissent par être rompus avec la famille ou trop distants. Donc c'est pas votre famille qui va voler à votre secours et devenir votre proche aidant, par exemple, puisque vous avez été en distance avec votre famille pendant trop longtemps. D'ailleurs, chez les personnes LGBT, c'est souvent les amis qui deviennent le proche aidant ou la proche aidante de la personne, beaucoup plus que les membres de la famille, même si la famille est présente pour beaucoup d'entre elles. En tout cas, les études démontrent que les personnes aînées LGBT sont souvent en rupture ou très distancées de leur famille. Donc, elles n'ont pas de support familial pour faire face aux défis du vieillissement. Quelque chose qui ressort beaucoup aussi, c'est que c'est des personnes qui sont plus souvent seules et célibataires que la moyenne. Ça, on le comprend facilement. On vient de voir qu'à leur époque, ça a été impossible de former un couple où ça relevait vraiment des enjeux majeurs. Donc les résultats de la situation, c'est que des personnes qui ont plus de chances d'être seules et célibataires parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de former un couple
au courant de leur vie. En gros, ce que disent les études, hein, l'enjeu numéro un chez les personnes aînées LGBT, c'est vraiment celui de l'isolement social. Elles sont plus souvent déconnectées de leur famille, elles sont plus souvent seules et célibataires. Et pour beaucoup de personnes aînées, notamment la génération des baby boomers et après, ont aussi moins d'enfants que la moyenne. C'est pas vrai pour les personnes LGBT les plus âgées, hein, qui ont à peu près le même nombre d'enfants que la moyenne, parce qu'elles se sont toutes engagées dans un mariage hétérosexuel et ont eu des enfants. Mais chez les générations d'aînés plus récentes, elles ont eu moins d'enfants que la moyenne. Donc en gros, moins d'enfants, moins de conjoints, moins de conjointes et moins de familles. Ce qui ressort sur les personnes aînées LGBT, c'est qu'elles sont plus susceptibles de subir de l'isolement social. En plus de cet isolement social-là, ce qu'on retrouve dans les études, c'est que c'est des personnes qui ont été victimes ou témoins d'homophobie, de transphobie ou de plusieurs formes de rejet au cours de leur vie. Puis ça constitue des traumatismes, hein, subir le rejet de sa famille, subir le rejet de son milieu de travail, les personnes qui ont subi des violences, hein, que ce soit des violences policières, par exemple à Montréal jusqu'en les années 70, pendant les années 70 surtout, et jusque dans les années 90, il y avait régulièrement des descentes policières dans les bars gays et lesbiens. Donc tout ça constituait des formes de violence et puis des formes de traumatisme qui sont très importants chez les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience-là. Et puis si on ajoute le fait que c'est des personnes qui tendent à être plus isolées que la moyenne, plus le fait que c'est des personnes qui ont des expériences traumatisantes, des expériences de rejet au cours de leur vie, on a un terrain fertile pour tout ce qui est problématique de santé mentale. Les études soulignent que les personnes aînées LGBT, elles ont une tendance plus élevée que la moyenne à souffrir de dépression, de problèmes de santé mentale. Ça inclut tout ce qui est troubles de l'anxiété, etc. Ça inclut les problèmes de dépendance et ça inclut aussi la problématique du suicide qui est un enjeu chez les aînés LGBT. Selon les études, hein, le taux de prévalence aux problématiques de santé mentale, il est 2 à 3 fois plus élevé chez les aînés LGBT par rapport à la moyenne des aînés du même âge. Ce qu'on trouve aussi dans les études, c'est parfois des sondages et des enquêtes sur les craintes qu'expriment ces personnes-là elles-mêmes. La première crainte qu'on entend, ça peut paraître presque anodin, hein, c'est de ne pas pouvoir partager son expérience de vie. On s'en rend peut-être un petit peu moins compte lorsqu'on n'est pas une personne LGBT soi-même, mais en fait, on divulgue son orientation sexuelle ou son identité de genre très souvent. Dès qu'on socialise avec quelqu'un, on va pouvoir mentionner avec qui on vit, avec qui on est parti camper cette fin de semaine, etc. Avec qui est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a des enfants, etc. Donc tout ça, c'est des occasions de divulguer son identité LGBT. Or, pour les personnes aînées, on l'a vu, hein, elles sont souvent très réticentes à le dire, elles ont besoin du moins d'être rassurées avant de le dire. Donc c'est un réel frein à la socialisation parce qu'elles vont éviter, elles, de divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc ça va les empêcher de partager leur expérience de vie avec les usagers des milieux aînés, donc les autres personnes aînées, mais aussi avec les intervenants qui assurent directement leur bien-être. Donc elles ont une crainte évidemment de subir un rejet, notamment de la part des personnes du même âge, hein, qui ont le même parcours générationnel qu'elles, mais aussi vis-à-vis de la part du personnel. Pourquoi il y a une crainte qui est élevée vis-à-vis du personnel? Encore une fois, faut se mettre un petit peu à leur place. Elles ont vécu à une époque où c'était considéré comme un crime et une maladie mentale, donc il peut avoir une forte réticence à le dire à des professionnels de la santé, par exemple. Et puis en plus, elles ont pu vivre des expériences négatives, voire traumatisantes, dans le milieu de la santé et des services sociaux. Je pense notamment à la crise de l'épidémie du sida dans les années 80 et 90, où le milieu de la santé a pu être très stigmatisant vis-à-vis des personnes LGBT, hein, qui étaient montrées du doigt comme étant les responsables de cette épidémie. Et puis aussi, quand on est une personne vieillissante et isolée, votre bien-être, il dépend directement des intervenants qui assurent vos besoins.
Donc dans le doute, beaucoup de personnes aînées LGBT se disent, dans le doute, je préfère ne pas en parler parce que je ne voudrais pas que ça nuise négativement mon interaction avec la personne. Même un simple malaise de la part de l'intervenant ou de l'intervenante, ça peut suffire à dégrader les soins dont elle bénéficie. Donc elle préfère ne pas le dire aux membres du personnel. Quelque chose qu'on voit aussi dans différentes études, c'est que les personnes aînées LGBT, elles ont une forte réticence à utiliser les services sociaux et de la santé. Donc ça cause un réel problème de santé publique, ici au Québec et ailleurs, puisque certaines personnes LGBT vont consulter pour certaines maladies trop tard. Elles vont attendre d'aller aux urgences ou que leur état se dégrade. Pourquoi? Parce qu'il y a un stress pour elles d'aller dans le milieu de la santé et des services sociaux. Donc elles vont repousser ou attendre longtemps avant de finalement consulter. Donc on a vu un petit peu c'était quoi les enjeux des personnes aînées LGBT à travers leur vie jusqu'à maintenant. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire finalement en tant qu'individu ou en tant que professionnel pour assurer un meilleur accueil et des milieux qui soient plus accueillants pour les personnes qui sont aînées et lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans. Tout d'abord, vous voyez apparaître à votre écran quelques attitudes à éviter. Alors, évidemment, ce n'est pas des attitudes que je vous prête, mais c'est les attitudes auxquelles moi je suis confronté, par exemple, lorsque je démarche le milieu aîné pour proposer nos formations et nos outils de sensibilisation. On va me dire, par exemple, qu'il n'y a pas de personnes LGBT dans leur clientèle, ou qu'eux, ils n'ont pas de problème vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre, parce qu'ils respectent le concept de la vie privée dans les chambres à coucher. Donc ils réduisent tout cet enjeu-là à une simple question de pratique sexuelle finalement. Ils écartent complètement la dimension identitaire, leur parcours de vie, leur vécu, etc. Donc toutes ces attitudes-là, c'est des attitudes de déni de l'orientation sexuelle ou de déni de l'identité de genre. Et ça, au Québec, c'est considéré comme une forme de maltraitance d'après le plan d'action gouvernemental contre la maltraitance faite aux aînés qui est en vigueur actuellement. Donc dire que ce n'est pas un problème, que ce n'est pas une réalité, c'est une forme de déni de l'existence de ces personnes-là et c'est considéré comme un acte de maltraitance au Québec. Dans nos formations, on en profite aussi pour défaire certains préjugés et stéréotypes. Pour en citer un, par exemple, l'homosexualité qui disparaîtrait avec l'âge. Donc là, on est à la fois sur un propos qui est agiste. Pourquoi? Parce qu'on sous-entend que la sexualité disparaît avec l'âge, ce qui est évidemment faux. D'ailleurs, les intervenants du milieu aîné sont souvent très conscients de cette réalité-là. Et puis c'est aussi un propos qui est hétéronormatif, dans le sens où on sous-entend que l'homosexualité, finalement, c'est juste une pratique sexuelle. C'est pas quelque chose qui est lié à l'identité ou au parcours de vie de la personne, alors qu'on vient de voir que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que les pratiques sexuelles. En plus, si la première chose qu'un intervenant ou une intervenante dit à propos de la diversité sexuelle, c'est de dire que c'est une question de chambre à coucher seulement, que c'est une question de sexualité seulement, c'est un propos qui est stigmatisant. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est tabou. La sexualité des aînés, c'est encore plus tabou. Donc si la première chose qui vient à votre esprit, c'est de parler de sexualité, ça va clairement pas donner envie à la personne d'en parler. La personne n'a pas du tout envie d'être sexualisée. Donc réduire ça à un enjeu de sexualité, c'est une attitude stigmatisante. Alors quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place en tant qu'individu ou en tant que professionnel pour assurer des services et des milieux plus inclusifs pour le 10% des aînés qui sont LGBT? La première, c'est de démontrer votre ouverture à la diversité sexuelle et de genre. En fait, il s'agit de saisir toutes les opportunités que vous avez pour dire ou exprimer quelque chose de positif par rapport à la diversité sexuelle et de genre. Ça peut être réagir à un fait d'actualité, ça peut être parler des personnes LGBT dans vos proches. Bref, saisissez vraiment toutes les opportunités pour dire quelque chose de positif là-dessus.
Le but, c'est qu'on puisse vous identifier comme une personne alliée. Donc plus vous dites des choses positives par rapport à ça, plus vous osez en parler, plus on va vous identifier comme une personne à qui peut-être on va pouvoir se confier. Au contraire, aujourd'hui, dans les milieux aînés, on assiste plutôt à un maintien du tabou. On fait comme si c'était un sujet touchy qu'il ne faudrait pas adresser. On prête aux aînés le fait d'être plus homophobe ou plus transphobe que la moyenne. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'observe dans le milieu aîné. Hein. Il y a à peu près la même ouverture chez les aînés que chez la société en général. Encore une fois, c'est une forme d'agisme de dire que les aînés sont forcément moins ouverts que les autres. Donc les problèmes dans les milieux aînés, c'est plutôt celui finalement où on n'ose pas en parler, on a l'impression que ça va déranger. Donc on maintient un tabou. Et parce qu'on n'en parle jamais, le 10% d'LGBT qui fréquentent ces milieux-là, eux, ils se disent, si on n'en parle pas, c'est que c'est grave, c'est qu'il faut continuer à le dissimuler. Donc, ils le dissimulent. Et on est un peu dans un cercle vicieux, parce qu'ils le dissimulent, on ne voit pas l'existence et la présence de ces personnes-là. Et donc, les intervenants ne voient pas la nécessité d'adopter des politiques contre les discriminations ou de suivre une formation comme celle-ci, par exemple. Donc il s'agit vraiment de briser ce cercle vicieux, et une façon de le faire, c'est de démontrer votre ouverture à la diversité sexuelle et de genre, de briser le tabou, d'oser en parler, et quand vous en parlez, bien sûr, dire quelque chose de positif par rapport à ça. La deuxième bonne pratique, elle est dans le même esprit, elle est un petit peu plus touchy, c'est de réagir aux propos homophobes ou transphobes. Je précise tout de suite, il ne s'agit pas de sermonner ou de disputer une personne qui tiendrait des propos homophobes ou transphobes. On vous demande de réagir, c'est plutôt pour les personnes qui ont entendu le propos. Si vous ne réagissez pas, quelque part, vous donnez le signal aux gens qui ont entendu un propos discriminatoire qu'ils font bien de dissimuler leur identité parce qu'eux-mêmes pourraient subir ce genre de propos, et en plus ils ont observé que personne n'a réagi. C'est encore plus grave lorsque c'est un intervenant ou une intervenante, parce qu'ils vont se dire je fais bien de ne pas en parler parce que je pourrais être non seulement discriminé, et en plus je ne serais pas protégé par l'institution, le milieu que je fréquente. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'intervenant et en tant qu'individu, il faut réagir, et il s'agit juste de dire que c'est des propos qui sont discriminatoires et que vous ne validez pas ces propos-là. Encore une fois, il ne s'agit pas nécessairement d'argumenter ou de convaincre la personne qu'elle a tort, il s'agit juste de démontrer que vous n'endossez pas ces propos-là. Toujours dans le même esprit de démontrer son ouverture, il s'agit d'éviter de supposer par défaut que tout le monde est hétérosexuel, forcément, ou que tout le monde est cisgenre, forcément. Cisgenre, c'est comme en opposition au terme transgenre, donc c'est les personnes qui s'identifient au sexe attribué, au sexe qui leur a été attribué à la naissance, donc la majorité de la population. C'est sûr que l'hétérosexualité, être une personne cisgenre, c'est perçu comme une norme parce que la majorité des gens sont hétérosexuels et sont cisgenres, et parfois ça peut transparaître dans votre attitude ou dans votre langage sans s'en apercevoir. Par exemple, vous adressez à une femme âgée et lui posez automatiquement une question sur son supposé mari ou sur son supposé conjoint. Là, vous avez commis l'erreur, entre guillemets, de supposer que cette femme est forcément hétérosexuelle en lui posant une question sur son mari. Or, vous avez 10% de chance pour que ce ne soit pas le cas. C'est peut-être une femme lesbienne, et vous la mettez dans une situation où en lui posant une question sur son mari, vous la mettez dans une situation où soit elle va devoir vous contredire et vous corriger pour dire qu'elle est lesbienne, donc elle n'a pas de mari ou elle n'a pas de conjoint, soit vous l'encouragez à mentir par rapport à son propre parcours. C'est souvent des personnes qui ont dû avoir une cover story, une histoire pour passer, pour ne pas avoir à dire qu'ils sont des personnes LGBT. Donc des fois, un mécanisme de défense, c'est de mentir, de faire allusion à un mari imaginaire, une femme imaginaire qui serait décédée, par exemple. Et ça, c'est toxique dans le sens où vous encouragez la personne à réalimenter un petit peu
une histoire parallèle ou une vie parallèle qu'elles doivent entretenir. Puis plus on vieillit, plus c'est difficile d'entretenir une double vie, notamment pour les personnes qui ont des déficiences cognitives, etc. On perd aussi l'habilité du langage, parfois utiliser le bon genre, le bon pronom, etc. Donc ça, c'est très important de vous, en tant qu'intervenant ou en tant qu'individu, d'avoir un langage inclusif. Par exemple, éviter de genrer le partenaire potentiel d'une personne. Plutôt de demander est-ce que vous avez un mari, une femme, un conjoint, une conjointe, dites plutôt est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie. Est-ce que vous vivez avec quelqu'un? Est-ce que vous partagez votre vie avec quelqu'un? Est-ce que vous avez un conjoint ou une conjointe? Là, c'est très bien, vous mettez carrément, pour tout le monde, vous mettez les deux options à chaque fois. Comme ça sensibilise tout le monde sur le fait que, pour tout le monde, les deux options existent. Mais en tout cas, ne limitez pas à la seule option hétérosexuelle, parce que ça va être interprété comme un signe décourageant pour les personnes qui sont LGBT. Elles vont se dire, a priori, c'est pas une personne qui est prête à entendre que je suis une personne LGBT. Donc attention au langage, veillez à avoir un langage inclusif. La quatrième bonne pratique, c'est de respecter la confidentialité. Ça paraît évident dans les règles de déontologie, etc. Mais c'est très important de mesurer la puissance de cette information-là. Peut-être que la personne vous l'a dit à vous, mais ne l'a pas dit à certains membres de sa famille, par exemple, ou ne l'a pas dit à d'autres intervenants. Donc c'est très important de mesurer l'enjeu de cette information-là et de ne jamais le répéter à une autre personne, même à un collègue, sans le consentement de la personne. Si vous pensez que c'est nécessaire de partager cette information-là avec un collègue, demandez avant tout le consentement de la personne, quitte à la rassurer sur le ou la collègue à qui ça sera répété. Mais en tout cas, les personnes aînées LGBT, elles ont souvent besoin de maîtriser qui le sait, qui ne le sait pas. Si elles sentent qu'elles perdent ce contrôle-là, elles vont plutôt avoir tendance à se replier sur elles-mêmes. Donc c'est très très important de les rassurer sur le fait qu'elles seules maîtrisent qui le sait, qui ne le sait pas. C'est elles qui sont maîtres de divulguer ou non leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et la dernière bonne pratique, c'est de reconnaître la place de la famille choisie. La famille choisie, c'est quoi? On a vu tout à l'heure que chez les personnes aînées LGBT, elles sont fréquemment déconnectées de leur réseau familial. Et ça, c'est quelque chose que certaines vont compenser à travers leur réseau d'amis, qui est parfois appelé la famille choisie. Donc, la bonne pratique, c'est vraiment accueillir les membres de la famille choisie de la même façon que vous accueillerez les membres de la famille traditionnelle, entre guillemets. Il n'y a aucune hiérarchie à faire entre les enfants, les frères et les sœurs et les amis. Donc, il faut vraiment mettre tout le monde sur le même plan. Et parfois, en parlant de langage inclusif, faire attention à l'utilisation du mot famille. Des fois, on voit par exemple dans certaines résidences, le stationnement, il est réservé pour la famille. On demande aux nouveaux résidents, allez-vous avoir de la visite de certains membres de votre famille? Comme si, puisqu'on est une personne aînée, il n'y a que les membres de la famille qui peuvent constituer votre réseau social. Donc c'est un autre exemple de langage inclusif. On préconise par exemple de remplacer le mot famille par le mot proche. Ça va rendre service à beaucoup de personnes LGBT qui n'ont pas de lien profond avec leur famille, mais ça va aussi rendre service à beaucoup de personnes aînées en général qui n'ont pas ou plus de lien avec les membres de leur famille. Donc utilisez plutôt le mot proche pour être vraiment inclusif et puis laisser un maximum de liberté aux aînés. Donc c'est tout pour les bonnes pratiques, il n'y en a que 5. Je vais maintenant vous montrer les différents outils qu'on vous propose pour justement démontrer votre ouverture à la diversité sexuelle et de genre. On a par exemple une charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBT. Cette charte-là, elle a 2 intérêts pour les organismes. Le premier, c'est une politique d'inclusion toute prête. Et le deuxième, c'est que tous les organismes adhérents de cette charte sont listés sur notre répertoire qui est publié sur notre site internet. Comme ça, pour les aînés LGBT, lorsqu'ils ont besoin d'accéder à une résidence, à certains services, à des notaires, des associations pour aînés, etc., elles peuvent aller choisir un prestataire de service qui a adhéré à cette charte-là, et donc un prestataire qui a été sensibilisé
à leur réalité et qui vont pouvoir les accueillir de la façon la plus ouverte qui soit. C'est pour ça que pour adhérer à cette charte-là, on demande aux adhérents de sensibiliser au moins la moitié de leurs intervenants qui sont en relation avec les aînés. Donc ça, nous contacter pour si vous voulez faire adhérer votre organisme à notre charte de la bientraitance. Et puis afficher votre ouverture, ça peut paraître un petit peu niaiseux, mais ça peut passer par de l'affichage. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de suffisant, mais là ce que vous voyez, c'est différentes affiches qu'on a développées. Vous pouvez les afficher de temps en temps ou en permanence dans vos milieux. Ça participe à briser le tabou, on en parlait tout à l'heure. On a aussi un guide d'information, Assurer la bientraitance des personnes aînées LGBT, que vous pouvez télécharger ou commander gratuitement sur notre site internet, et une série d'autocollants, notamment cet autocollant-là qui dit établissement allié. Lorsque vous le mettez à l'entrée, par exemple, de votre organisation, ça va être remarqué par le 10% de LGBT, et puis ça va nourrir une réflexion chez ces personnes-là. Elles vont dire, tiens, peut-être que si elles ont mis cet autocollant-là, c'est peut-être qu'elles ont une politique d'inclusion. C'est peut-être que si je le dis, elles vont s'assurer que je ne subisse pas de discrimination ou d'intimidation, que je vais être protégée si jamais je subis ce genre de comportement-là. Donc, ne pas sous-estimer l'impact de l'affichage pour briser le tabou. Toujours sur le site internet, vous pouvez consulter des capsules vidéo. On en a de nombreuses. Vous pouvez voir notre recensement des études, si les études sur le sujet vous intéressent. On a 2 recensements d'études. On a une filmographie, si vous diffusez des films dans votre organisation ou dans votre résidence. On a une suggestion de films à diffuser. Et on a aussi une exposition itinérante que vous pouvez nous emprunter gratuitement. Tout ce qu'on vous propose, c'est gratuit car on est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est 8 panneaux autoporteurs. C'est une exposition en fait sur les aînés LGBT. Ça reprend un petit peu le contenu qu'on vient de voir ensemble. Et vous pouvez nous l'emprunter pour le mettre lors d'un congrès, d'un événement, dans votre cafétéria, dans votre résidence. Pour un petit peu participer à briser le tabou sur les aînés LGBT. Et puis cette exposition-là, elle est vraiment pertinente parce que contrairement à une formation ou un café-causerie qu'on pourrait faire avec des aînés directement, l'exposition, elle est là, elle reste, elle est discrète. C'est moins intrusif que la formation. Des fois, lorsqu'on donne des formations pour les aînés, il y a des résidents et des résidentes qui sont réticents à venir parce qu'ils ont peut-être peur de s'identifier à la communauté LGBT, alors qu'une exposition, ça reste là plus longtemps et puis ça finit par provoquer des réactions et puis chacun finit par aller voir de quoi il s'agit exactement. Donc c'est une bonne idée aussi pour sensibiliser les milieux et les personnes aînées directement. Habituellement, je suis toujours accompagné, lorsque je donne cette formation en présentiel, je suis accompagné par une ou un bénévole du programme Pour que Vivre soit gay, qui sont constitués de personnes aînées LGBT qui donnent des témoignages sur leur parcours de vie à elles. Moi, j'ai une approche très théorique, très généraliste. C'est important d'avoir un exemple concret et de pouvoir rencontrer une personne aînée LGBT et d'écouter son parcours de vie qui lui est propre. Donc sur ce format vidéo, je vous propose de voir une vidéo qu'on a réalisée qui est sur le témoignage du parcours de vie d'une de nos bénévoles qui s'appelle Carole et qui est une femme aînée trans. Je vous propose de voir son témoignage. Mon nom est Carole Normandin. Je suis retraitée. J'aurai 71 ans le 18 février, donc dans quelques jours. Récemment, je suis allé voir un médecin. Il m'a demandé si j'avais eu des interventions chirurgicales. J'ai dit oui. Et je lui ai dit, entre autres, j'ai marqué que j'avais été opéré pour la prostate. Fait que, il me dit, pardon, madame, pouvez-vous m'expliquer comment vous avez été opéré pour la prostate? Une femme n'a pas de prostate. J'ai dit ce qui était la réalité. Je suis une personne transgenre.
depuis 3 ans avoués. En août 2015, j'ai fait un AVC. Et là, le médecin traitant me dit vous avez fait un AVC, vous auriez pu en mourir. Et dans ma tête, ce que ça sonnait, c'est si je meurs, mes proches vont découvrir les choses que j'ai de cachées. Et là, je savais qu'il était impossible pour moi de jeter tout ce que j'avais puis de continuer à vivre comme si rien n'était. Je l'avais essayé à de multiples reprises au cours de ma vie puis ça n'avait jamais rien donné. Alors, il restait 2 possibilités. C'est soit le suicide ou faire un coming out. En fait, la dysphorie de genre, c'est un homme qui ne se sent pas bien dans sa peau d'homme ou une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau de femme et qui voudrait être de l'autre genre. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas compris et qu'on ne l'accepte pas, c'est une lourdeur constante qu'on a à subir. J'ai été gestionnaire d'organisation, alors il n'y a jamais un employeur dans le temps qui aurait osé embaucher une personne trans comme directeur ou directrice de service. Je me rappelle, il y a une quarantaine d'années, 50 ans, le fait qu'une femme dise qu'elle aimait une autre femme, c'était déjà inacceptable. Imaginez-vous avouer dans ce temps-là que tu n'aimais pas ton corps puis que tu voudrais te retrouver dans le corps d'un autre. Là. Tu vis caché puis il ne faut pas que ça se sache. Tu veux pas que ça se sache. Puis toi, tu es aux prises avec un problème parce que quand tu es en société, quand tu vis avec tes amis, avec les gens que tu aimes, ça va bien. Ton quotidien, ça passe bien. Mais quand tu te retrouves seul avec toi-même, c'est un autre paire de manches. Je profitais des moments où ma conjointe allait faire l'épicerie ou si elle avait une activité à l'extérieur, ne serait-ce que quelques heures. Tous les moments de solitude servaient à ça. Me vêtir comme je voulais, être comme je voulais. En fait, pas être comme je voulais, parce que être comme je voulais, seule une transition pouvait m'y amener. L'art de réussir à faire quelque chose avec rien. Avec très peu. Le moment le plus terrifiant de toute ma vie, c'est la journée que j'ai remis à ma conjointe la lettre qui lui avouait qui j'étais réellement. Ça, c'était le moment le plus difficile pour moi parce que cette journée-là, ça aurait pu être la fin de tout ce que j'avais connu. Ça aurait pu être comme beaucoup de personnes transgenres l'ont vécu. Ça aurait pu être l'abandon, ça aurait pu être le divorce, ça aurait pu être, en fait, tout ce qu'une personne de 70 ans ne veut pas vivre. Mais je ne pouvais plus vivre dans la cachette comme je vivais. Évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui peut croire que ma conjointe s'est levée de table, puis elle m'a pris par le cou, puis elle a dit c'est bravo, c'est parfait. Mais un bon jour, on a recommencé à construire. On fait encore les activités qu'on faisait ensemble. On le fait entre amis maintenant, deux femmes qui sortent ensemble, 2 femmes qui vont au restaurant, 2 femmes qui vont à une pièce de théâtre. Je vis la même vie que je vivais auparavant, avec une identité différente, mais comparativement à plein de personnes trans que je connais qui ont eu de la difficulté à trouver un travail, qui ont eu des difficultés familiales. Un jeune, entre autres, qui me vient en tête, 18 ans, quand il a fait peur à ses parents, qui est une personne trans, il l'a mis carrément à porte avec ses valises. Merci beaucoup, bonjour. Moi, c'est toutes des difficultés que je n'ai pas connues. Je n'ai connu que des moments plus difficiles, mais aujourd'hui, un bonheur tellement incommensurable.
En tant que mâle, souvent, bon, il faut faire le genre pour prendre sa place. Moi, j'ai plus besoin de faire ça, puis ça me tente même plus de vouloir le faire. Il est évident que notre personnalité, exemple, si on est une personne fonceuse, c'est pas parce qu'on fait une transition qu'on devient une personne, un petit mouton. Sauf que le fait qu'on vive une paix intérieure, ça nous rend beaucoup plus calme. Combien de fois que je quittais la maison ici, puis je revenais pour être certaine que j'avais rien oublié à quelque part qui laisserait des traces. C'est des moments d'une difficulté épouvantable aujourd'hui. Si j'ai un gilet, si j'ai un bijou, si j'ai quelque chose qui traîne, il me reste juste à le ramasser, puis c'est pas plus compliqué que ça. On est maintenant des personnes sincères, on est une personne honnête, on est une personne, plus de cachette, plus de menterie, plus de stress personnel. Il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes transgenres. Récemment, j'ai rencontré un neveu que j'avais pas vu peut-être depuis un an. Il m'a posé plein de questions, mais des questions que je trouvais pertinentes. S'il m'avait posé des questions comme as-tu l'intention de te faire des seins? As-tu l'intention de te faire enlever le pénis? Ça, quant à moi, c'est des questions purement indiscrètes qui ne concernent que la personne concernée. Si on sent que la personne qui nous pose une question n'est pas mal intentionnée, n'a pas de jugement préétabli, c'est correct. Ce que j'apprécie le plus aujourd'hui, c'est de vivre ma vie. À partir du moment que j'ai fait mon coming out, je savais qu'il y avait des gens qui m'accepteraient, je savais des gens qui ne m'accepteraient pas. J'ai été choyé parce que la grande majorité m'ont accepté. Alors pour moi, aujourd'hui, là, la vie n'est que bonheur. Le bonheur de vivre sans me cacher. Sortir le matin, m'habiller comme je veux, aller où je veux, me sentir moi-même. Plus avoir à me cacher pour le faire. J'aurai 71 ans dans quelques jours. Ça me surprendrait qu'il m'en reste autant à vivre. Alors, les journées qui me restent à vivre, j'ai le bonheur et la chance de les vivre comme je veux. Et un jour, lors de ma mort, je pourrais dire, j'ai pas vécu ma vie totalement comme je l'ai voulu, mais je suis morte comme je l'ai voulu. C'est ça. C'est moi, Carole. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié le témoignage de Carole. Pour vos questions et pour toute demande d'information, je vous inviterai à nous contacter à travers notre site internet fondationemergence.org et puis nous contacter également pour des formations dans vos milieux directement et pouvoir adhérer à la charte, etc. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt, j'espère.